Vous appréciez les arts martiaux, mais connaissez-vous le Krav Maga? Nous avons eu le plaisir de vous proposer des causeries pour découvrir cet art martial avec Richard Douyeb, le fondateur de la discipline en Europe, et Steve Schmidt, le président de la FEKM, la Fédération européenne de Krav Maga. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Michael Obadia, haut gradé de cette discipline, 6e Darga, président de la commission des grades et techniques, et par ailleurs président de l'association Krav Maga Women Protect. Restez avec nous, nous poursuivons cette découverte maintenant. Et nous sommes heureux donc d'être avec Michael Obadia, donc président de la commission des grades et techniques de la FEKM et par ailleurs président de l'association Krav Maga Women Protect. Bonjour Michael Obadia. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis très honoré de passer dans votre causerie après mes illustres collègues Richard et Steve. Donc merci de m'inviter. Alors merci d'avoir accepté de participer à cette causerie. Vous êtes à La Réunion en ce moment pour animer un certain nombre d'ateliers au titre de votre association Krav Maga Women Protect. Et par ailleurs, vous animez aussi des stages techniques pour les pratiquants de cette discipline. Alors on anime, là, cette année, on a organisé un stage technique ouvert à tous, principalement pour recueillir des fonds pour pouvoir appuyer toute la logistique de cette semaine, puisqu'il y a quand même des frais. Et donc on a fait un stage classique, juste en arrivant samedi, et puis là on va animer pendant toute la semaine des ateliers pour les femmes victimes de violences, et dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Voilà. Des violences. Voilà. Nous sommes dans une semaine particulière, puisqu'à l'Université de La Réunion, c'est une semaine thématique consacrée à la prévention des violences à l'égard des femmes, et donc l'élimination de cette violence. Et donc ces causeries s'inscrivent dans cette thématique, et c'est pour ça qu'elles sont organisées dans cette semaine. Alors Michael Obadia, nous allons profiter de cette causerie pour bien sûr parler de votre parcours personnel en tant qu'expert de cette discipline, et puis essayer de revoir aussi des questions de l'histoire un petit peu de cette pratique, la philosophie sous-jacente. Et puis nous nous intéresserons également au courant, si on peut parler de courant dans le Krav Maga, et de votre parcours personnel, et enfin de l'intérêt du Krav Maga pour le développement personnel des personnes qui le pratiquent. Entendu. Alors, on va parler un petit peu de vous, donc on va dérouler, donc on a des images qui effectivement eh bien, vous montrent en situation. Donc là vous êtes sur cette diaporama, sur cette image. On vous voit en train d'animer un stage, et puis on vous voit en compagnie de Pascal James, qui est le représentant de la FEKM à La Réunion, puisque vous animiez un stage à l'Université de La Réunion, et on a votre déroulé de carrière, on va dire, dans ces arts martiaux. Peut-être pourriez-vous nous en parler un petit peu. Alors j'ai commencé moi par le taekwondo pendant 7 ans, à l'âge de 16 ans. Ensuite je me suis orienté vers les boxe pieds-poings, boxe américaine, kickboxing. Et j'ai découvert à l'âge un peu tardif finalement, de 26 ans, le Krav Maga. Et donc ça fait à peu près 30 ans, c'est ma 30e année de pratique, comme j'ai 55 ans aujourd'hui. Et je suis effectivement 6e Darga, c'est le plus haut grade dans notre fédération. Après ce sont des grades honorifiques, 7e Darga, donc il y a Steve Schmidt, notre président, qui est 7e Darga. Et bien sûr Richard Douyeb, qui est notre guide, qui lui n'a plus vraiment de grade, puisque c'est notre maître. C'est le grand maître de la discipline en Europe. Voilà. Même s'il n'aime pas trop qu'on l'appelle comme ça. C'est pour faire un parallèle avec les arts martiaux extrêmes orientaux traditionnels. Absolument. Effectivement, on parle de grand maître de la discipline. Et donc Richard Douyeb, effectivement, a été votre... Vous êtes le disciple, si on peut dire, de Richard Douyeb. Je suis un des plus anciens élèves de Richard Douyeb, donc peut-être le plus vieux maintenant en activité. On doit être 2 avec Jérôme Soussan, il me semble, on doit être 2 ou 3 à être encore là. Et du coup j'ai eu la chance d'avoir son enseignement pendant toutes ces années, puisque quand j'ai commencé, il n'y avait que lui comme prof. Et donc voilà, donc aujourd'hui moi j'ai mes clubs, mais aussi j'ai un rôle dans Krav Maga Women Protect. Et je suis aussi responsable d'un organisme de formation que j'ai créé il y a 3 ans dans la gestion des conflits, qui s'appelle Hors de conflit. Hors de conflit, est-ce que forcément la pratique je pense qu'il y a un lien avec la pratique du Krav Maga? Alors on a toute la gestion du pré-conflit, la communication non violente, la gestion des signes annonciateurs
d'une agression et quelques mouvements essentiels à connaître si on n'a pas le choix et qu'on est obligé de se défendre. Notamment, on intervient dans des urgences, dans des CHU, dans des services d'urgence, pardon. D'accord. Et aussi pour le personnel d'accueil des hôtels, comme l'hôtel Ibis par exemple. Très bien, merci beaucoup. Alors vous êtes titulaire d'un brevet professionnel donc qui permet d'exercer en tant que professionnel des disciplines sportives qui sont réglementées pour pouvoir exercer en tant que professionnel, donc les activités pugilistiques, sport de contact. Voilà, le BPGEPS, donc on est raffilié, on est rattaché, le Krav Maga au BPGEPS des activités pugilistiques. Donc effectivement, j'ai ce diplôme qui me permet d'enseigner en étant rémunéré. D'accord, très bien. Alors je pense que on a évoqué votre parcours. Bon, il est très riche. Vous êtes passé par le karaté, le taekwondo. Pas le karaté, non. Pardon, le kickboxing. Oui. Excusez-moi, kickboxing, boxe américaine, et puis le taekwondo pour arriver au Krav Maga. Qu'est-ce qui vous a amené à vous orienter plutôt vers le Krav Maga en tant que spécialité? Alors, j'avais arrêté en fait les arts martiaux à ce moment-là. Pour diverses raisons, j'étais plus très motivé. Et j'ai vu un article dans Karaté Bushido, pour ne pas le nommer, où on voyait Richard Douyeb en action. Et surtout, ce qui m'a intrigué, intéressé, c'est le fait qu'on ne travaillait pas seulement la partie combat, mais qu'avec toute la partie armes, défense contre différentes attaques avec bâton, couteau, menaces même pistolet, et que c'était assez varié, et en même temps, il n'y avait aucun interdit dans la réponse, puisque c'est une self-défense, donc le fait d'être complètement libre, ça m'intéressait, et quand je suis allé voir le premier cours de Richard, à l'époque, c'était dans le premier arrondissement, avant le Trévise. Les pratiquants connaissent ce nom de Trévise, puisque c'est un petit peu le club emblématique en France. D'accord. Mais donc avant, quand même, il y avait Richard donnait des cours dans le premier arrondissement, et donc je suis allé le voir, j'ai vu de quoi il s'agissait, et j'étais assez impressionné par Richard, et j'ai voulu, et aussi la technique. Donc j'ai voulu recommencer à zéro quelque chose. Et je me suis dit, là, je vais aller jusqu'au bout, je ne vais pas m'arrêter, parce que souvent, je commençais des disciplines. Voilà. Et là, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout de ce que je pourrais faire. Et surtout, ça m'a énormément intéressé, et j'ai continué pendant 30 ans. Voilà, donc là, on peut dire que c'est tout un parcours de vie, finalement, absolument. Au travers de ces 30 années. Et forcément, ce parcours de vie a dû influencer beaucoup de choses dans votre vie. Ben oui, complètement. D'abord, mon cadre. Je ne sais pas si c'est le moment d'en parler. Bien sûr. Voilà, mon cadre social. Voilà, les gens que j'ai côtoyés sont des gens de la discipline. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes, notamment beaucoup de nouvelles connaissances dans différents domaines, puisque les pratiquants de Krav Maga viennent un peu partout. Et le fait après d'avoir une responsabilité, et puis d'être haut gradé, d'être reconnu, ça a permis de connaître beaucoup de gens, et je sais que j'ai de la chance. Voilà, et nous avons la chance de vous avoir sur le plateau également aujourd'hui. Alors vous avez fondé l'association Krav Maga Women Protect. Exactement. Donc au départ, on est parti pour une mission très spécifique en Inde, de femmes victimes de viol, et on a voulu leur apporter des techniques de self-défense bénévolement. Donc on y est allé, et au retour de ce voyage, on a décidé de créer l'association en 2017. Et donc moi, j'ai été c'est moi qui ai pris la décision de créer cette association, mais il fallait en fait la créer, cette association. Je me suis rapidement entouré de tout un groupe notamment de femmes, et j'ai voulu après petit à petit laisser la présidence à une femme, parce que je me sentais un petit peu mal à l'aise que ce soit un homme qui ait créé cette association. Et du coup, les femmes qui étaient dans l'association ont voulu quand même que je reste, parce qu'elles ont trouvé qu'il y avait un sens, qu'il y ait un homme quand même qui soit présent et actif dans l'association, et aussi de par mon rôle dans l'association, puisque dans la fédération plutôt, puisque je suis responsable de la commission des grades et de la technique, et donc je connais tous les profs quasiment des 300 clubs de notre fédération. Et puis l'idée, je pense que Isabelle en parlera après dans la seconde causerie, un peu plus, c'était de s'appuyer sur tous les clubs de la fédération pour pouvoir créer un réseau qui organisera des actions sur toute la France. D'accord. On peut dire que c'est l'association caritative qui est affiliée à la fédération européenne. On peut parler de bras caritatif de la fédération, puisqu'on ne fonctionne qu'avec la Fédé, même si on est autonome. On est
liées de par notre organisation à la fédération, et puis ce sont des techniques de la fédération, et en même temps la fédération nous finance aussi chaque année une petite partie de notre budget, donc on est vraiment le bras caritatif de la fédération. Donc tout le corpus technique est issu effectivement des techniques de la fédération. Toutes les techniques sont les techniques de notre fédération. Très bien. Aucune invention. Parfait. Alors, je vous propose justement pour les personnes qui nous regardent de se projeter un petit peu dans l'histoire et d'aller parler un peu de l'histoire du Krav Maga et de ses origines. On a ici quelques photos qui sont quand même des photos d'archives avec des images du fondateur. Avec Richard Douyeb. Avec Richard Douyeb, Aimé Lichtenfeld. Sont des images. Donc là, c'est des images vraiment qui ont un sens pour vous. Alors déjà, on peut remarquer que Richard Douyeb n'a pas toujours eu des cheveux blancs. Il a eu des cheveux bruns aussi, non, c'est une petite blague. Mais donc il est avec le créateur de la discipline, Imre Lichtenfeld, que j'ai eu la chance, moi, de rencontrer en 97, quand j'étais ceinture marron. Richard m'avait permis de le rencontrer, d'organiser une rencontre avec lui en Israël, à Netanya. Et donc en fait, Richard, c'est le principal... c'est un de ses élèves principaux, pardon. C'est surtout le délégué de la discipline. Il l'a délégué pour pouvoir développer la discipline en Europe, délégué officiel. Et c'est à mon avis le meilleur élève d'après Imi, puisque je l'ai rencontré, je lui ai posé les petites questions indiscrètes. Et il m'a confirmé que pour lui, c'était son élément le plus brillant en ce qui concerne le Krav Maga. Alors Richard Douyeb est très connu et très apprécié dans le milieu des arts martiaux, et d'ailleurs nous recevions récemment Léo Tamaki qui a eu le plaisir aussi de collaborer avec Richard Douyeb, et Léo Tamaki qui est un expert d'Aïkido Kishinkai. Donc on a aussi, vous parliez de cet homme un peu hors du commun qui est Imre Lichtenfeld, et donc il y a un ouvrage qui raconte un peu son parcours. Voilà, donc en fait, cet ouvrage, Le combat d'un homme de paix, puisque ça a toujours été un homme qui prônait la paix. Et en fait, lui vient de Bratislava, donc l'ex-Tchécoslovaquie. Il a créé en fait c'est un ancien champion de boxe et de lutte. Je ne sais pas si Richard en avait parlé la dernière fois. Très rapidement, c'est pour ça qu'on revient dessus, parce que je trouve que c'est bien de prendre le temps de comprendre d'où ça vient de cette discipline. En fait. C'était vraiment un sportif de haut niveau. Il était je crois, classé parmi les meilleurs lutteurs au monde à l'époque. Et quand il y a eu les premiers pogroms à Bratislava, enfin en ex-Tchécoslovaquie, son père étant lui policier, il a créé, et puis de par ses capacités, il a créé un petit groupe de protection de la communauté juive sur place. Et ça a été un peu les prémices de l'émergence de quelques principes du Krav Maga sur le terrain. Et ensuite, pour aller très très vite, il a émigré en Palestine dans les années 40 et il a créé le Krav Maga qui a été le close combat de l'armée. Donc en 48 à la création de l'État d'Israël. Voilà, qu'il a exercé jusqu'à... Alors, il a exercé jusqu'en 64 où il a vraiment développé la discipline dans le civil. Ça n'a plus été secret militaire en 64, donc il a pu le développer dans le civil. Il a créé un système de ceinture. Là, on peut dire qu'il a commencé à créer un art martial. Et il a développé les techniques qui étaient un petit peu rustiques d'après Richard, d'après les discussions que j'ai eues avec des anciens. Le Krav Maga militaire est très rustique. C'est vraiment en 2-3 mois, on essaie d'apprendre à des soldats comment parler à des techniques de base. Et c'est vraiment dans le civil qu'il a vraiment développé des nouvelles techniques issues de son expérience. Et il y a quand même quelques techniques encore militaires qui restent un petit peu des réminiscences, comme des dégagements sur des attaques baïonnettes ou des menaces au pistolet ou à l'arme blanche. Ça vient plutôt de l'armée. Mais le Krav Maga militaire, le civil est quand même beaucoup plus riche. Il a donc enrichi, il a pu l'enrichir. Et donc aujourd'hui, le Krav Maga qui est pratiqué, et ce Krav Maga moderne, on va dire, enrichi, et qui évolue d'ailleurs, il évolue tout le temps. Il évolue tout le temps, et Richard nous en a souvent parlé. Le souhait quand même d'Imi, c'était de développer la discipline pour les enfants. Il était persuadé que chaque enfant devait pouvoir se défendre. Et d'ailleurs, maintenant en France, il y a des cours pour enfants qui sont développés avec un
un programme spécifique pour les enfants, en enlevant tout ce qui est un petit peu dangereux, les doigts dans les yeux, les coups aux parties. Et ça marche très 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 bien en France. Et donc, excusez-moi, je suis un petit peu sorti de votre question. Vous me demandiez si... par rapport effectivement au développement justement de la Krav Maga oui, moderne. Alors il s'est développé, il s'est enrichi de techniques de par le passé de Richard Douyeb en boxe pied-point, puisqu'il a été champion aussi en boxe pied-point. Donc il a, lui, apporté la partie enchaînement pied-point combat, qui manquait peut-être un petit peu. Il a enrichi progressivement aussi avec les amenés au sol, qui n'existaient pas beaucoup. Les fauchages amenés au sol. Et depuis peu, on a intégré la partie sol, qui est très importante maintenant, comment se débrouiller au sol si on se retrouve dans cette situation-là. Donc chaque ceinture, il y a un programme sol important. Et dernièrement, peut-être Steve en a parlé, on a un module combat qui a été créé, qui permet de développer toutes les capacités du combat, avec des exercices très, très spécifiques et intéressants sur la partie combat. Donc vraiment le programme est chargé. D'accord. Du coup, on aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler au cours de cette causerie. Je vous propose que dans cette partie consacrée au courant, enfin à la philosophie, à l'histoire et aussi à la philosophie, on revient. Est-ce qu'on peut parler de philosophie pour le Krav Maga, parce que vous avez un code moral. Ouais. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a effectivement fait émerger ce code moral qu'on voit s'afficher à l'écran? Oui, effectivement, on parle plus de code moral, de principe que de philosophie. C'est un art martial qui est sans concession, hein, quand même, où on essaie de sauver sa vie. Donc, on doit avoir quelques principes de base pour rester voilà, des êtres humains avec des principes humains comme le code moral le précise, d'honnêteté, de non-agressivité, d'humilité. Honnêteté déjà parce que je pense que dans notre pratique, il faut être honnête, il ne faut pas se mentir. Surtout dans la self-défense, on peut avoir voilà, un peu tout et n'importe quoi, mais ce que j'aime moi dans cette école, c'est que Richard nous a jamais menti, il a toujours été honnête, ça marche pas, on teste si ça marche. Ça vient du terrain, mais quand même, on le teste, on ne va pas s'inventer une vie, on va toujours travailler sur la réalité, on va être toujours au plus près de la réalité, c'est le leitmotiv de notre discipline. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on l'enlève. Donc voilà, honnêteté, puis du coup ça ressurgit aussi sur la personnalité des gens, puisque je pense que pour travailler la non-agressivité et l'humilité, eh bien du coup ça construit des pratiquants quand même qui sont équilibrés. Notamment sur le respect de chacun, puisqu'on va faire attention à ne pas blesser son partenaire. Comme on a le droit de frapper au parti, donner des coups dans les yeux, on ne va pas le faire vraiment. Il y a certaines techniques qu'on va simuler et on va essayer de ne pas blesser notre partenaire, qui est notre partenaire d'entraînement, et lui aussi. Donc voilà, il y a un échange qui se fait en toute honnêteté. Et après, on a une partie combat qui remet un petit peu les choses aussi au point. Sur la table, c'est-à-dire qu'on met des protections et on se respecte, on n'est pas des ennemis, on essaie de se faire progresser, même si on travaille un petit peu au contact, et notamment pour les ceintures, à partir de la ceinture orange, maintenant on a des combats en plein contact avec un chaos possible. Et on se respecte énormément. C'est comme je pense que les combattants professionnels, c'est pareil. Hein, oui, bon, toujours, hein, il y a beaucoup de respect entre les combattants, parce qu'ils savent aussi la difficulté que ça peut représenter. Et nous, souvent, on se connaît en plus. C'est ça qui est particulier. C'est-à-dire qu'on va faire un combat dur, mais c'est avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on côtoie toute l'année. C'est souvent un copain. Mais quand on dit on y va, et ben il faut aller à la front. Voilà, exactement. Voilà. Alors, honnêteté, non-agressivité, humilité sont des valeurs qu'on retrouve à la fois dans les séances d'entraînement et, on le comprend, sont des valeurs qu'on transpose dans la vie de tous les jours, forcément. Forcément, ça ressurgit, ça déteint sur nous, puisque quand on s'entraîne tous les jours pendant des années, quand on sort du club, on peut pas être voilà, on est façonné quand même par cette discipline. Exactement, cette discipline, ce code moral, ce respect, et aussi on comprend bien qu'on se respecte, mais on ne triche pas. Donc le fait de ne pas tricher dans la vie, je pense, enfin moi ça m'a... Exactement. Alors justement, continuons notre découverte de cette discipline avec ces principes. Alors on parle de principes pragmatiques, donc qui sont des principes voilà, qui font que
n'importe qui. Il ne s'agit pas de mettre des champions, les champions face aux champions, mais c'est une pratique pour, on va dire, n'importe qui, pour n'importe quel type de personne, femme ou homme. Alors c'est adapté à tous, mais chacun peut y mettre l'intensité aussi. Chacun peut mettre peut s'investir, l'investissement qu'il voudra. Si quelqu'un vient 1 ou 2 fois par semaine, il n'aura pas la même efficacité que quelqu'un qui vient 4-5 fois, qui s'entraîne en plus. Néanmoins, quelqu'un qui vient 1 ou 2 fois par semaine pourra y trouver son compte. Il trouvera peut-être quelques défenses sur des attaques, créer des automatismes qui lui permettra peut-être de sortir sur une attaque au couteau par exemple, ou alors un coup de poing, une gifle, et ça va l'aider. D'autres qui voudront aller plus loin pourront devenir des très bons combattants et en même temps s'entraîner et ça leur permettra d'arriver à un niveau qui leur permettra d'être très efficaces dans la rue. Voilà, donc chacun peut y trouver son compte, je pense. Voilà, ça permet de prendre de la confiance, le contrôle sur soi, etc. Mais on y reviendra dans les développements personnels sur ces questions. Donc en fait, ce qu'on peut peut-être aborder, donc on l'a vu, donc là on a parlé de courant, pratique du Krav Maga. Alors quand on parle de courant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des courants dans le Krav Maga? Je ne parlerai pas de courant, mais je parlerai de personnes qui ont été à la base avec le même enseignement et qui, en partant dans différents pays, peut-être ont apporté leur propre touche. Je m'explique. Par exemple, il faut savoir que IMI, ses premiers profs, ses premiers élèves, il y avait Chaim Gidon qui est resté en Israël, Kobe Lichtenstein qui est parti au Brésil, Darren Levine qui est parti aux États-Unis, Richard Douyeb qui est parti en Europe. Et chacun est parti avec un bagage commun, et puis ils ont quand même, c'est normal, c'est humain, développé un petit peu des spécificités. Donc quand on a des regroupements, il y a eu un regroupement au Brésil il y a quelques années, on a vu qu'on faisait la même chose, mais qu'il y avait des petites nuances. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de courant finalement. Exactement. Par contre, la source est la même. La source est la même. Après, en France, en Europe, on a la fédération européenne qui est la plus importante, mais il y a aussi la fédération de karaté qui existe et qui est importante en France aussi. Nous avons fait partie au début de cette fédération. On a été même à l'initiative de rentrer dans une fédération de karaté pour pouvoir avoir une légitimité, puisque être un peu plus officiel. On est ressorti en 2012, on est resté quelques années, mais ils pratiquent plus ou moins la même chose que nous, je pense, même si la base est quand même la même. Oui. Donc on a différents types de Krav Maga au sens où, on en a parlé, du Krav Maga militaire. On peut parler de Krav Maga traditionnel, en gros, ce qui serait issu de l'enseignement initial. Alors l'enseignement initial, c'est toujours le même. Au départ, effectivement, ça part de l'armée, mais très vite, dans les années 60, comme vous l'avez compris, ça s'est développé vraiment dans le civil. Le Krav Maga militaire était très rustique. La finesse et la technique vient du Krav Maga civil. Et ensuite, il y a effectivement le Krav Maga pour les femmes, le Krav Maga, mais qui est issu aussi du Krav Maga. À la base, ce sont toujours les mêmes techniques qui sont adaptées effectivement en fonction des personnes. Le Krav Maga traditionnel, c'est le Krav Maga qu'on apprend là en cours au sein de la Fédération européenne, sachant qu'on vient vraiment de la lignée directe de Dimi Lichtenfeld. IMI a appris à Richard, il lui a délégué le développement en France et en Europe, et Richard a été notre prof, et nous maintenant on est les profs et on enseigne aux nouveaux profs. Alors, donc vous êtes dans la lignée, et donc il y a beaucoup de techniques, parce qu'on ne mesure pas à quel point, c'est vrai, quand on regarde vos programmes techniques, j'ai été voir sur le site de la Fédération européenne de Krav Maga, alors les techniques, il y en a des centaines. Donc en fait, comment est-ce que vous faites pour cadrer tout ça, et quel type de technique aujourd'hui on apprend lorsqu'on vient pratiquer le Krav Maga? Alors, on apprend des techniques d'autodéfense, de self-défense, différentes défenses contre attaque, pied-point, différents angles, assis, couchés. On a une diapo d'ailleurs qui voilà, vous voyez. Voilà. Okay, voilà. Ah ben très bien. On a une diapo, on vous voit d'ailleurs en action avec Richard Douyeb. Voilà, je me fais plutôt frapper là. Là, c'est une attaque au couteau d'ailleurs. Exactement. Donc technique de frappe, on apprend d'abord les bases, et les bases c'est le plus important. Les déplacements, comment donner des coups, comment les parer. Ensuite, on travaille différentes attaques, les mêmes réponses au sol, l'utilisation des objets de la vie quotidienne, effectivement, les défenses contre armes. On fait des scénarios, des simulations
d'entraînement sur différentes attaques, pardon. Et on a une grosse partie combat aussi, qui est 50% de notre discipline. Et tout ça est mêlé, hein. Par contre, dans notre combat, c'est du combat un peu plus de bagarre de rue, de survie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de règles, hein. On a le droit de frapper dans les zones sensibles, aux endroits où ça fait mal. Et on a quand même des protections, et quand on pratique notre combat, on a quand même des règles de sécurité. On ne peut pas tout faire, on ne va pas se mettre un coup de tête, les doigts dans les yeux. On simule, pour toutes certaines les techniques dangereuses sont simulées. Sauf les coups au parti, on a des protections, on ne frappe pas à fond par contre. Et voilà, donc ça ressemble, si vous voulez, la partie combat un petit peu au MMA, mais en étant plus libre, encore plus libre, c'est-à-dire que... On peut tirer sur les cheveux, on peut mettre les doigts dans les yeux. On peut mordre au niveau des carotides, on peut enfoncer un doigt dans l'œil. Ça peut paraître violent quand on en parle, mais en fait, quand c'est pratiqué, c'est... Oui, c'est ça, ça peut paraître violent, mais paradoxalement, on entoure tout ça de règles de sécurité, et finalement, ça l'est pas, il n'y a pas plus de blessés qu'ailleurs dans notre discipline, hein. C'est très cadré en fait. C'est très cadré. La progression est très progressive. Voilà, c'est très progressif. Et alors il y a beaucoup de techniques, vous disiez, excusez-moi, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en fait, on a l'impression quand on regarde le programme technique qu'il y a des milliers de techniques, mais non, en fait, tout se passe à la base. Les bases doivent être acquises. Et ensuite, ce sont des techniques qu'on rajoute sur des formes de corps et des techniques qui partent du même moule. C'est difficile à expliquer, hein, mais on voit que, par exemple, on sait se positionner sur une attaque, on bouge notre corps d'une certaine façon. J'utiliserai par exemple la technique du Tai Sabaki. Et bien à ce moment-là, après, il y a toute une déclinaison sur les attaques au couteau, les attaques au bâton. Les formes de corps restent les mêmes. Et finalement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de techniques, mais ce sont des techniques qui s'accrochent à des socles qu'on apprend petit à petit progressivement. Il y a des techniques de base qui sont découvertes. Alors justement, il y a une progression, et là on va voir une diapo qui nous présente un peu l'avancée du cursus. On peut parler d'un véritable cursus en fait, qui dure des années. D'ailleurs, il faut des décennies pour arriver à votre niveau. Il faut 30 ans. Voilà, à peu près, je crois, 26 ans. Un peu plus. En fait, ceinture jaune, c'est une année, orange, c'est comme au judo, jaune, orange, une ceinture par an jusqu'à la ceinture marron, et ensuite la ceinture noire au bout de la 6e année. Et après, pour passer la 2e d'Arga, il faut 2 ans, pour passer la 3e, il faut 3 ans, pour passer la 4e, il faut 4 ans, voilà, ainsi de suite jusqu'à la 7e. Donc effectivement, il faut beaucoup d'années pour... Et moi, par exemple, encore, je travaille tout le temps ma technique parce que il y a toujours à travailler, et Richard aussi, même s'il est encore au-dessus. Bien sûr. Eh bien, on a toujours besoin de travailler sa technique, de l'affiner, l'affûter, et puis on s'aperçoit que c'est un travail de tous les jours, hein, c'est comme le tennis, hein, si vous arrêtez 15 jours, vous sentez que vous n'êtes pas bien sur le timing, il faut retravailler. Et donc il y a toujours des éléments à voir encore aujourd'hui. C'est en ce sens d'ailleurs qu'on peut peut-être qualifier le Krav Maga d'art martial. Je pense, effectivement. C'est vraiment sur l'implication qu'on peut dire que c'est un art martial, pas seulement parce qu'on a une charte pédagogique et aussi des ceintures, un système de ceintures. C'est dans l'implication et aussi voilà, dans la durée qu'on peut dire qu'on pratique un art martial. Alors revenons un petit peu sur vous, sur votre parcours personnel qui est assez inspirant. Finalement, c'est rencontrer comme des personnes qui ont fait le choix à un moment donné de s'engager en profondeur dans une discipline, quelle que soit la discipline. C'est vrai pour les artistes, c'est vrai pour les sportifs, c'est vrai donc pour un expert de Krav Maga. Donc on a là quelques photos. On vous voit dans des situations diverses, en conférencier, en train de méditer, voilà, en train de réfléchir. C'est une photo marrante. En train de sur une scène, sur une conférence, avec donc des enseignants, donc Pascal James et puis Cédric Oliveira qui sont des enseignants. Voilà, vous pratiquez ensemble, vous échangez. Donc qu'est-ce qui peut inspirer, qu'est-ce qui pourrait inspirer d'autres vocations? Moi, tout ce qui m'est arrivé dans la vie de bien, où j'arrive à faire quelque chose de bien pour les autres, c'est grâce au Krav Maga, puisque j'ai atteint un niveau qui m'a permis d'aider les autres. Et j'allais dire malgré moi, quand j'ai commencé, je voulais pas ni être prof, ni faire ce que je fais maintenant dans les associations. En fait, on crée un réseau, on crée des connaissances, on voit qu'on peut apporter aux gens, et petit à petit, il y a des interconnexions qui font qu'on rencontre des gens très très bien, on fait des choses bien dans notre vie. Et voilà, si j'avais pas fait de Krav Maga, je pense que je serais pas président de l'association Krav Maga One Protect, je pourrais pas aider toutes ces femmes. Et voilà, j'en suis fier. Voilà. Et moi, je conseille vraiment aux gens de s'investir, parce que quand on s'investit dans une discipline, quelle que soit la discipline, on en retire du positif. Rien que dans les rencontres qu'on réussit à avoir, voilà.
Et dans le partage, puisque vous partagez beaucoup, tout ce que vous avez appris, vous le partagez forcément. Oui, parce qu'en fait, je suis prof. Mon métier principal, c'est quand même d'être enseignant. Donc, je passe la plupart de mon temps à enseigner les techniques que j'ai apprises de Richard. Et donc, je transmets aussi. Donc, c'est comme un professeur, hein, c'est une fierté. Vous passez beaucoup de... Voilà, votre vie est consacrée au partage. Partage, et puis je continue à m'entraîner beaucoup. Et puis voilà. Alors... Justement, alors là, c'est vous qui, en tant que Michael Obadia, avec un parcours inspirant, et qu'est-ce qu'on peut aussi, en termes de développement personnel, montrer pour des personnes qui s'engageraient dans cette pratique? Qu'est-ce que ça peut apporter, le Krav Maga? Alors, confiance en soi, aussi conforter sa personnalité, quand on a confiance en soi, l'estime de soi, et plus important, pour moi, le courage aussi d'affronter une situation compliquée, pour soi-même ou pour les autres. Et finalement, du coup, tout ce qui fait qu'un être humain a de la grandeur. Donc c'est une école à la fois pour les plus jeunes et une école de vie Alors, c'est une école pour les gens vulnérables qui ont subi des traumatismes. On va voir tout à l'heure qu'avec Krav Maga Women Protect, on apporte quelque chose. Mais c'est aussi une école de la vie pour des jeunes qui vont s'insérer dans la vie, dans la société. Être bien dans sa peau, être sûr de soi, aider les autres, pouvoir aider les autres. Voilà, moi je pense que c'est que du positif. Voilà. Donc il y a toute une partie aussi, évidemment, sur la confiance en soi, la condition physique, parce qu'il y a quand même toute une partie condition physique qui n'est pas à négliger. Ça reste un art martial. Cette partie-là, elle est équilibrante aussi. Et puis aussi, moi, je parlais de mon cas personnel, c'est que j'étais quand même quelqu'un pas impulsif, mais je m'emportais un petit peu et parfois j'avais besoin de me canaliser. Et si on parle de contrôle émotionnel, moi ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que depuis que j'ai pratiqué depuis très longtemps, ça m'a permis de canaliser un petit peu mes émotions, d'être moins nerveux, de redescendre plus vite, de me contrôler beaucoup mieux. Je ne suis pas non plus un cas social, hein, mais j'étais un petit peu nerveux. Voilà, ça m'a vraiment canalisé, ça m'a aidé personnellement. Donc voilà, moi je conseille déjà aux gens qui ont des problèmes pour canaliser leurs émotions, de pratiquer le Krav Maga ou un autre art martial. Hein. Et ça aide à la concentration, bien sûr, aussi, de tous les jours. Hein. Donc, quand on est obligé de se concentrer dans notre discipline, forcément, ça développe des aptitudes pour la concentration. Ensuite, là, je vois, je suis un petit peu... J'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil à Eric Lacroix, qui est notre directeur des sports, qui n'a pas pu animer cette causerie aujourd'hui, mais qui parle d'expérience corporelle. Le Krav Maga, on peut vraiment parler de l'expérience corporelle qui, à un moment donné, permet d'avoir une évolution et de construire son évolution personnelle. Exactement. Et l'esprit combatif et positif, c'est pour un peu le courage. Et on s'entraîne beaucoup, on s'entraîne physiquement, et le mental, le physique ressurgit sur le mental. Et le mental nous aide à être plus positif et d'être un petit peu plus efficace dans notre vie. Et puis c'est une communauté aussi. C'est une communauté. Ça, c'est une vraie communauté. Quand on pratique, il y a des gens qui viennent de toutes parts. On parle beaucoup de technique, on se voit en dehors, on s'apprécie, on est content de se voir, on est content de parler du Krav Maga, de la technique, mais aussi de ce qu'on fait dans la vie. C'est vraiment une vraie communauté. C'est vrai. Alors, Michael Obadia, le temps passe tellement vite, hein, ces causeries, c'est toujours pour nous, effectivement, obligé d'être un peu le maître du temps, et donc nous arrivons au terme de cette causerie, mais on va essayer de conclure sur une diapo qui est un petit peu représentative, finalement, de votre action. C'est-à-dire que, voilà, donc c'est un art martial, évidemment, mais vous êtes aussi, et pour le coup, particulièrement dans cette semaine qui est consacrée à la prévention et à l'élimination, on va dire, des violences à l'égard des femmes. On voit ici de belles images où vous êtes présents, on voit des femmes effectivement qui pratiquent, qui sont initiées, qui échangent par rapport à des problèmes de violence ou autres. Alors comment est-ce que vous pourriez réagir par rapport à ces images? Alors on parle beaucoup là on vient cette semaine pour divers ateliers. On est entouré, là c'est une psychologue qui parle, pardon. Je suis avec Pascal Jebs qui est le responsable du principal club de La Réunion et qui est aussi notre antenne Krav Maga Women Protect, donc qui est très actif avec Isabelle Jams. Et donc on rencontre ces jeunes femmes, ces dames, et on essaie de leur apporter notre expérience,
leur redonner un petit peu confiance, surtout un peu d'estime d'elles, et aussi leur donner confiance dans le sens où elles n'ont pas conscience de ce qu'elles peuvent faire. Souvent, elles sont un petit peu fragilisées, et puis elles se disent « Ah, moi, il est grand, il est fort, je pourrais... » Non, pas du tout. On leur démontre qu'elles ont des capacités et qu'elles peuvent s'en servir pour se défendre. Voilà, et donc effectivement, pour les personnes qui souhaiteraient contacter l'association Krav Maga Women Protect à La Réunion, c'est possible. Voilà, c'est notre antenne avec Isabelle et Pascal James. Je pense qu'il y a les coordonnées sur notre site internet. Voilà, il y aura les coordonnées sur le site internet de le Krav Maga Women Protect. En tous les cas, Michael Obadia, merci beaucoup pour cet échange passionnant sur cette discipline dont on découvre les profondeurs à chaque occasion. Et puis, il y a très bonne semaine pour tous les ateliers que vous animez. Merci à bientôt. Beaucoup. À bientôt.